parmi vous, puisqu'il est arrivé à me persuader que mon ignorance de tout ce qui touche à l'architecture était un avantage plutôt qu'un obstacle pour pouvoir venir vous parler précisément. Alors, une de ces remarques m'a frappé au cours de nos échanges. Et je le cite, « Je m'interroge sur le fait que le lexique du cinéma soit si largement emprunté à l'architecture. Plan, coupe, séquence, cadre, composition. Quel est donc cet inconscient architectural au cinéma qui me conduit si naturellement à solliciter des penseurs comme vous ?» Alors, c'est dans l'esprit de ce type de correspondance que je me suis finalement risqué à esquisser quelques remarques à partir de deux termes qui ont été centraux dans l'élaboration de mon travail d'analyste de film et qui se trouvent au cœur de toute expérience du cinéma, le proche et le lointain. Bon, cela en ayant le sentiment inévitablement un peu flou, mais quand même assez fort, que ces mots concernaient aussi au premier chef l'architecture, avec d'un art à l'autre tous les écarts qu'on peut imaginer. Alors, nous avons convenu que cette intervention pouvait être librement rétrospective sur ces aspects de mon travail, dès lors qu'on pouvait supposer qu'un public composé d'architectes et de spécialistes de cet art avait toutes les chances d'être aussi ignorant des problèmes propres à l'analyse de film que je le suis de tout ce qui touche à l'architecture. Le cinéma, art du mouvement dans le temps, est par excellence celui que sa matérialité rend le plus explicitement tributaire d'une variation plus ou moins continuelle du proche et du lointain, sitôt qu'il choisit de diviser sa continuité en plans. On le voit bien au fil de l'histoire du cinéma, quand précisément le plan se met à exister et les coupes entre les plans. Mais on verra sur deux de mes exemples que cette variation s'exerce aussi bien, comme elle l'a fait de plus en plus dans le cinéma moderne, à l'intérieur de la continuité d'un même plan. Et ça, au gré des déplacements conjugués des corps et de la caméra. Alors, de façon générale, on peut dire, je pense, que l'architecture, qui est un art de l'espace, se trouve étager de façon plus ou moins différenciée les trajets qu'elle présuppose de la part des occupants et des visiteurs de ces constructions, et ainsi les multiples plans, si on peut dire, plans de vision qui leur correspondent, de sorte à ménager à partir de l'espace une expérience corporelle du temps. Et c'est à ce niveau-là que s'établit, me semble-t-il, une relation qui est indirecte, mais assez vive, je crois, intérieure à tout ce qui oppose si manifestement l'architecture et le cinéma. Comme si les variations de distance entre l'objectif de la caméra et les choses filmées pouvaient faire écho aux déplacements supposés des corps réels et aux visions qu'ils impliquent face aux réalités architecturales. Voilà, c'est donc un pari de lointaine mais prégnante analogie que je vous demande quelques instants de croire. Alors c'est il y a bien longtemps, en 1966, que parmi un ensemble d'études destinées à introduire un dictionnaire du cinéma dont on m'avait confié la direction, j'ai conçu un texte intitulé « Le monde et la distance », qui contenait en germe tout ce que j'allais développer ensuite au titre de l'analyse des films. J'y partais de l'idée simple, mais aussi bien vertigineuse, qu'est cinéaste celui qui doit à chaque instant décider quelle distance il choisit d'adopter par rapport à la réalité qu'il entend dévoiler devant sa caméra. J'y dressais ainsi une sorte de catalogue de plans, extraits de films de grands cinéastes, propres à faire surgir autant de variations de distance entre la caméra et ses objets. Et j'y donnais comme exemple final une première approche d'un segment des oiseaux d'Alfred Hitchcock qu'il me faudra attendre 3 ans encore pour oser en entreprendre une étude systématique, tant ce genre d'approche était alors inusité. C'est un peu la préhistoire, mais c'est vrai qu'il y a très longtemps, mais ça ne se faisait pas beaucoup. Je vais donc vous montrer le segment du film d'Hitchcock sur lequel j'ai pratiqué cette analyse, qui a été considérée comme l'une des premières, ou la première en son genre, en vous demandant d'imaginer les difficultés de cette entreprise en un temps où n'existait encore ni DVD, ni cassette vidéo, et où les notes prises en cours de projection
était bien souvent la seule solution, mais une solution impropre pour mener la chose à bien. Elle était, dans le cadre de la séquence qui m'intéressait, tellement vaine. Cette séquence compte 84 plans, dont je n'arrivais jamais à noter dans le noir plus de 75. Et j'ai dû à la gentillesse de François Truffaut de pouvoir disposer, faute de copie alors impossible d'accès, d'un découpage final établi par la firme distributrice Universal. Alors, on pourrait me dire, j'aurais évidemment pu choisir un film plus simple à obtenir, mais c'était celui-là qu'il me fallait, car le désir d'objet ne se commande pas. Voici donc ce segment de film que je vous montre tout de suite. J'avais prévu de brièvement le reprendre ensuite, mais peut-être que ça nous prendrait quand même pas mal de temps. Donc, soyez bien vigilants sur ces variations de proche et de lointain qui sont quand même relativement évidentes, qui sont liées au regard du personnage principal. Et le renversement qui s'opère à un moment donné, qui passe par le gros plan, et la façon dont toute la séquence est étagée par cette relation de proche et de lointain liée au regard de l'héroïne qui va être, comme vous le verrez, un regard blessé à un moment donné par un gros plan, précisément. Alors l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez le film ou pas, mais je la redis en 2 mots quand même. Melanie Daniels, jeune femme de la société chic de San Francisco, a rencontré chez un oiseleur Mitch Brenner, un avocat, qui recherchait un cadeau éventuel pour l'anniversaire de Kathy, sa jeune sœur. Leur échange entre séduction et agressivité pousse Mélanie à acquérir une paire de tourtereaux, qui s'appellent en anglais très joliment des Lovebirds, afin de les offrir par surprise à Kathy, dans la maison où les 2 enfants séjournent avec leur mère, à Bodega Bay, à 65 km de San Francisco. Donc c'est une tentative complexe qui en dit long sur le désir à la fois vif et fantasque qui se trouve alors mis en jeu. Donc je vous montre maintenant le segment qui fait 5 minutes 50. Voilà, et c'est à partir en gros du plan 11, c'est-à-dire à partir du moment où le pêcheur, comme vous allez voir, regarde Mélanie qui s'éloigne dans sa barque, que va se systématiser le rapport entre le proche et le lointain. Et puis je reviendrai un peu dessus, même si on passe le film qu'une fois. Je peux rester là ou ça gêne pas la projection? Do you have a boat for Miss Daniels? Yes, ma'am. It's the one right below. Et à partir de là, ça se systématise à partir du regard de Mélanie.
think so. What do you suppose me to do that? That's the damnedest thing I ever saw. I don't know. It seemed to swoop down at you deliberately. Oh, you're bleeding, too. Let's take care of that. Okay? That's the girl. Come on. Stop. Ok. Donc vous voyez comment la séquence est entièrement organisée autour du regard de Mélanie Daniels et que c'est son regard qui détermine l'alternance entre le proche et le lointain, les plans sur elle étant des plans proches et les choses qu'elle voit étant des choses au lointain. Alors il faut aussi immédiatement dire que proche et lointain, c'est des termes variables. Il peut y avoir un peu plus proche et un peu plus lointain, puisque par exemple sur Mélanie, plus tard dans la barque, vous avez des plans un peu plus près ou un peu moins près sur elle, mais les plans, l'opposition est toujours relative. L'essentiel est qu'elle soit systématique, si vous voulez. Et ce qui est frappant dans la séquence, c'est qu'elle obéit à une symétrie complète dont le cœur est formé par la pénétration à l'intérieur de la maison, et que c'est juste après que vous avez le moment du renversement, à partir du moment où Mitch Brenner s'aperçoit qu'elle a laissé les oiseaux à l'intérieur et qu'il revient, et vous avez le premier gros plan sur lui, avec les jumelles, et Mélanie, qui était le même plan où elle était, elle, proche avant, devient un plan lointain, puisque en opposition au plan où lui devient le plus proche, elle devient un plan lointain, mais ensuite, l'opposition proche-lointain recommence sur le trajet du retour, structuré de la même façon qu'elle était dans le trajet de l'aller. C'est-à-dire que après le renversement opéré par le regard de Mitch Brenner, vous avez une même alternance du proche et du lointain constituée par la vision de Mélanie. Cela jusqu'au moment crucial de la séquence où vous avez l'irruption de la mouette et le choc du gros plan. Vous avez 3 gros plans dans la séquence. Il n'y a jamais de vrai gros plan de Mélanie, sauf au moment de l'attaque de la mouette. Vous avez 3 gros plans qui marquent la chaîne, si on peut dire, du désir à l'intérieur de la séquence. C'est le plan de la lettre, quand elle met la lettre devant la cage d'oiseau, le renversement sur Mitch Brenner qui la regarde avec les jumelles, et l'oiseau qui l'attaque sur le chemin du retour. Et ces 3 gros plans, si vous voulez, constituent, c'est des ruptures d'alternance qui constituent à l'intérieur de la progression de la séquence une sorte de ce qu'on pourrait appeler la chaîne du désir, si vous voulez, telle qu'elle fonctionne à l'intérieur de la séquence et au-delà, à l'intérieur du film entier. Et ce qui m'avait moins frappé à l'époque, et j'y avais beaucoup travaillé, c'était la conjugaison du proche et du lointain par rapport au voyant vu, vous voyez, l'alternance du point de vue porté par le personnage. Voilà. Donc j'avais développé une très longue analyse, plan par plan, de haut détail. Je ne veux pas insister ici. Je suppose que c'est assez visible et assez net à partir de ces quelques petites indications. J'avais prévu de le repasser. On peut le repasser un peu si vous voulez, mais ça risque de nous prendre peut-être un peu trop de temps. Si ça vous paraît suffire, on peut continuer comme ça. Donc, ce système, si vous voulez, que j'avais étudié donc, sur les oiseaux, m'était apparu assez définitoire de l'art de Hitchcock en général et valait la peine d'être approfondi. Et ce système d'alternance graduée entre un ou plusieurs sujets et les objets de sa ou leur vision, ça m'a paru tellement définitoire d'un art de la coupe et d'une organisation de l'espace entre proche et lointain que j'ai voulu en faire l'expérience une seconde fois. Et toujours dans un film de Hitchcock qui s'en est fait une sorte de spécialité expressive, si vous voulez. Et cette fois dans une séquence encore plus développée de 10 minutes et de 133 plans. Alors, elle se trouve au cœur d'un de ses films les plus célèbres, North by Northwest, en français La mort aux trousses de 1959. Et c'est le film dont on vous parlait sans doute dans le petit message dont vous m'avez fait part tout à l'heure, puisque ce que je mettais en perspective dans
dans ce très long texte publié en 1975, que j'avais appelé « Le blocage symbolique », c'était d'un côté l'organisation narrative de l'ensemble du scénario du point de vue du développement d'une logique oedipienne qui construit littéralement les rapports entre les personnages, la logique du récit, et l'organisation intime de plan à l'intérieur d'une séquence qui était au cœur du film. Et ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était de ne pas faire une analyse de contenu où l'Oedipe serait, le développement de la relation oedipienne, etc., serait simplement une thématique, mais quelque chose, au contraire, d'inscrit au cœur même des relations entre les plans, puisque ça se propage de plan à plan et de séquence à séquence à l'intérieur du film. Alors cette séquence, comme ça aurait été trop long de vous la montrer, j'ai pensé avantageux de l'évoquer rapidement en projetant les pages de photogrammes par lesquelles je l'avais illustré dans mon livre « L'analyse du film ». Donc le texte lui-même, qui s'appelle « Le blocage symbolique », date de 1975. Je rappelle en 2 mots le plot, enfin l'intrigue de La mort aux trousses. Ça met en scène un héros qui s'appelle Roger Thornhill, qui est interprété par Cary Grant, et qui se trouve précipité par un quiproquo effarant dans une course-poursuite qui l'entraîne à travers les États-Unis, et en particulier dans une plaine désertique où il est supposé rencontrer quelqu'un susceptible d'éclairer la situation invraisemblable dans laquelle il se trouve. Donc c'est la séquence que j'ai travaillée en détail, en me centrant sur les alternances entre le sujet voyant et l'objet de sa vision, et les ruptures d'alternance qui, chaque fois, remettent en jeu l'enjeu de la séquence et recommencent à alterner de façon à construire un empilement d'alternances, si vous voulez, qui sont le développement logique de la construction des plans et qui passent quasiment entièrement par un rapport entre le proche et le lointain à nouveau, le proche étant constitué par Cary Grant qui attend au milieu de la plaine désertique que quelque chose arrive, et le lointain étant constitué par ceux qui voient jusqu'au moment où il y a des ruptures d'alternance, quand tout d'un coup le lointain se fait proche à travers l'agression, vous allez le voir, dont il est l'objet. Bon. Alors j'avais pris le parti dans mes tables de photogrammes de reproduire 2 photogrammes par plan, aussi près qu'il est possible du début et de la fin de chaque plan. Et il faut que vous essayiez d'imaginer des plans en gros de 4 à 5 secondes de durée. Donc voilà le... Voilà. Alors, donc je les laisse juste le temps que vous puissiez lire. Vous voyez, vous avez une plaine désertique dans laquelle le personnage arrive en autobus et il est abandonné au beau milieu du désert où il est supposé rencontrer quelqu'un qui l'éclairera sur le destin étrange de ce qui lui arrive. Et vous voyez comment donc toute l'organisation correspond au regard de Cary Grant qui se tourne de tous les côtés et qui voit chaque fois des portions d'espace. Voilà. Hop. Pardon. Hop. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça continue de façon systématique jusqu'au moment où un événement se produit, une voiture qui passe. Et la voiture qui passe donc au plan 25A et 25B, au début et à la fin du plan, il y a un mouvement qui suit la voiture de façon à ce qu'elle sorte du champ. Et le suspense dont consiste la séquence fait que chaque fois qu'un événement arrive, il pense que c'est pour lui. Et que de cette voiture va descendre quelqu'un qui va l'informer sur ce qui lui arrive et pourquoi il est là, etc. etc. Bon. Et donc le suspense fonctionne. Une première fois, la voiture ne s'arrête pas. Je l'ai fait du même côté. Bon. Là, je ne sais pas pourquoi il y a un photogramme en plein milieu du plan. Bon. Donc, vous voyez que ça recontinue pareil jusqu'au moment où il aperçoit une voiture qui arrive cette fois non pas sur la route, mais du côté de cette petite route adjacente au milieu des champs. Il attend et il voit quelqu'un descendre de cette voiture, quelqu'un dont il est persuadé
que c'est effectivement pour lui quelqu'un qui va l'informer sur sa situation. Et vous voyez comment constamment le cadre sur Cary Grant reste entièrement le même, hein, pratiquement du début à la fin de la séquence, de façon à ce que ça constitue effectivement le proche et que l'objet de sa vision soit ce qui constitue le lointain. Bon. Donc le personnage s'avance, Cary Grant continue à le voir, et comme le personnage ne bouge pas et reste immobile sur le bord du champ, Cary Grant se décide dans un mouvement qui est le seul mouvement qu'il effectue, enfin pendant un bon moment en tout cas, au cours de la séquence, se décide à aller voir le personnage. Et vous avez donc là, Cary Grant rentre à l'intérieur, si on peut dire, de l'objet de sa vision, qui était le personnage, et le personnage se trouve tout simplement attendre un bus. Et ça ne le concerne absolument en rien. Le bus arrive, vous voyez comment, à nouveau, c'est toujours la même alternance de plans, entre proche, lointain, proche sur le bus qui passe, qui arrive, le personnage monte, et le bus repart, et Cary Grant se trouve à nouveau attendre, jusqu'au moment où tout d'un coup, son regard se fixe sur quelque chose qui apparaît à l'horizon et qui va être un avion. Et vous voyez comment, à nouveau, c'est toujours le même système d'alternance entre le sujet qui voit, Cary Grant, et l'objet de sa vision. Ici, vous avez donc l'avion qui arrive, et il met quelques instants à bien comprendre que l'avion lui est destiné, que l'attaque va porter sur lui, et vous avez ce moment avec ce que j'appelle les ruptures d'alternance, où vous n'avez plus d'alternance véritablement entre le sujet et l'objet de sa vision, mais des plans qui travaillent sur lui, en se rapprochant autant qu'il est possible, l'agression de l'avion qui repart jusqu'en bas de la page. L'avion repart, l'avion s'en va, tourne, Cary Grant se relève, à nouveau il regarde, et vous voyez comment l'alternance continue de façon absolument systématique comme principe, avec des ruptures internes qui font progresser, qui chaque fois constituent, si on peut dire, le noyau stylistique du suspense. Hein. Et bon, il voit que l'avion à nouveau se précipite sur lui. Au moment où l'avion va passer dessus, il y a un tir de balle qui tape sur le talus, là. Vous voyez, donc ça répète à nouveau la rupture d'alternance. Il n'y a plus l'objet de sa vision, mais il n'y a plus que... mais la vision reprend, là, en 82B, et il voit à nouveau l'avion qui s'éloigne. On revient sur lui, et vous voyez comment même à l'intérieur du système de l'agression de l'avion, la machinerie de l'alternance entre l'objet de la vision et le sujet qu'il voit est maintenu de façon à assurer une sorte de progression réellement identitaire de la structure de la séquence. Hein. Donc, chaque fois, il y a une rupture d'alternance, à nouveau en 82A, 82B, et le personnage, à nouveau, on continue, à l'intérieur même de l'action, il voit tout d'un coup une deuxième voiture apparaître, mais qui va passer comme était passée la première. C'est la voiture blanche qui est là et qui disparaît à nouveau. À nouveau, il voit, mais cette fois il voit l'avion à nouveau. Et il finit par se décider. Vous avez cette fois une rupture d'alternance qui consiste en un suivi de l'action sur Cary Grant, où c'est plus l'objet de sa vision, mais le corps de son action, et il se décide donc à aller, comme vous voyez, aller se cacher à l'intérieur d'un champ de maïs. Et c'est de l'intérieur de ce champ de maïs que va à nouveau reprendre le système de l'alternance, là, avec le 98B, où il voit l'avion qui passe au-dessus de lui et qui le sulfate, enfin littéralement, qui lui envoie de l'insecticide. Alternance cette fois toujours
par la vision du personnage, même si le personnage est dans une fâcheuse posture, vous voyez comment chaque fois ça continue littéralement l'alternance, sauf quand vous avez la rupture d'alternance, comme vous avez ici, par deux plans de suite sur le motif du personnage essayant de s'en sortir et de voir. Mais chaque fois, l'alternance de la chose vue reprend. Merci. Donc, à partir du plan 108, à nouveau, il y a l'alternance qui reprend entre ce que voit le personnage et la chose vue, c'est-à-dire le champ d'abord, et la route devant laquelle il se tient quand il voit apparaître au loin un camion. Et toute la séquence là est maintenue, vous voyez, à l'intérieur même toute la séquence est construite sur une dramatisation qui va consister à amener le camion, qui au départ est un objet vu au lointain, à devenir un objet vu tellement proche qu'il finit par rentrer dans le champ, et vous avez le dernier photogramme 118B, qui est un photogramme complètement flou, qui est la fin du plan, où ça passe au flou, et il est culbuté par le camion, il est sous le camion littéralement, et chaque fois la rupture d'alternance signifie, si vous voulez, un moment d'accélération de l'action pour que l'alternance puisse ensuite toujours reprendre, si vous voulez, systématiquement. Et cette fois, l'avion revient. Et l'avion va finir par entrer dans le camion, provoquant cet incendie. Et Cary Grant finit par... Vous voyez, chaque fois il voit des gens qui s'enfuient, il voit les gens qui se retirent au bord de la route parce qu'ils sont effrayés par l'accident. Et là, vous avez une série de plans où l'alternance est interrompue et où il n'y a plus de regard apparent de Cary Grant, qui en a profité par prendre le camion, prendre l'espèce de truck là, et s'enfuir, et cette fois vu par la femme qui voit la voiture partir et son mari ou son camarade essayant de courir après la voiture. Et voilà comment la séquence se termine. Alors, ce qui m'avait passionné, si vous voulez, dans cette séquence, c'était de montrer comment la constitution du regard du personnage construit littéralement l'espace de façon à être blessé par moments quand l'alternance est rompue, et que l'alternance, au contraire, constitue continuellement la progression de l'événement qui se déroule au cours de la séquence et qui constitue dans la dramatisation, avec l'apparition du personnage, la première voiture, la deuxième voiture, l'avion, puis le camion. Et donc, c'était, si vous voulez, cette séquence me paraissait exemplaire de la systématisation du regard tel que le personnage peut le faire fonctionner dans le plan subjectif, et le rapport proche-lointain est entièrement structuré sur l'organisation de ce regard, qui est chaque fois blessé par les ruptures d'alternance, le moment où l'alternance se rompt au profit d'une répétition entre les plans qui annule le processus d'alternance avant qu'il reprenne une deuxième fois. Et c'est ça qui constitue, si vous voulez, la gradation du suspense tout au long de la séquence jusqu'à
son final. Alors, c'est encore chez Hitchcock que je vais vous montrer un effet des plus subtils, cette fois, qui tient en un seul plan, contrairement à tout ce que je vous ai montré jusque-là. C'est le tout premier plan de son film Marnie, de 1964, et tout tient ici dans la légère variation qui se produit entre l'avancée du personnage et celle de la caméra, sur le quai de gare où le film commence. Et cette fois, vous verrez comment, plutôt que devant ce qu'on pourrait appeler une franche opposition entre le proche et le lointain, puisque c'est à l'intérieur du même plan, c'est pas possible de passer de l'un à l'autre, on se trouve plutôt devant une graduation fine entre un peu moins proche et un peu plus lointain. Je vous passe le film, je vous le passerai peut-être 2 fois, tellement c'est un effet subtil, mais ça dure pas plus de à peine 1 minute. On peut le repasser? Vous avez vu comment ça fonctionne? Vous avez le très gros plan. Le gros plan sur Marnie et son sac. Et à l'intérieur du plan, qui est tenu pendant un bon moment, même si c'est bref, là, le passage au un peu plus lointain, le travelling continue avec le même cadre, et à nouveau, elle s'éloigne, et la durée du plan garde le cadre fixe. Donc vous avez là, dans ces 2 moments de variation, quelque chose d'extraordinairement fin et très précis, hein, sur cette variation proche-lointain, cette fois à l'intérieur d'un même plan et sur un corps. Alors l'exemple que je vais vous montrer maintenant, et malheureusement je me suis confus de la qualité du film, mais j'avais ce que je pouvais, hein, ça m'a été un peu plus compliqué d'essayer de trouver des DVD chez des amis, parce qu'on ne circule pas très bien en ce moment. Voilà, c'est le début de La soif du mal d'Orson Welles, qui présente l'intérêt cette fois en un plan de 3 minutes et demie de vous montrer... j'ai oublié de brancher mon téléphone. Pardon. Donc, là, on va le montrer tout de suite. La copie n'est pas bonne, hein, je m'excuse. Bon, l'essentiel ici, si vous voulez, c'est un plan historiquement fameux, puisqu'il est fait en un seul plan, tout le début. L'intérêt, c'est l'écart continuel de proximité variable entre 2 avancées respectives dans la même rue. D'un côté, le couple, Charlton Heston et... Les trous de mémoire, c'est effrayant. Janet Leigh. Et la voiture, dans laquelle, dans le premier plan, on voit une bombe introduite dans le coffre. Donc tout le suspense, si vous voulez, tient, qu'est-ce qui va se passer avec cette bombe? Quand est-ce qu'elle va exploser ou pas exploser? Mais ce qui est fascinant sur le proche lointain, c'est la variation de plus ou moins proche ou plus ou moins lointain où se tient la caméra par rapport à un motif ou l'autre. C'est-à-dire la voiture ou le couple, ou les 2 ensemble, et chaque fois avec des petites variations. C'est ça qui constitue un cas de figure et qui fait de ce plan un des plans les plus fameux, pas de l'histoire du cinéma, mais en tout cas, beaucoup de choses. Je vais encore perdre. Je bouge trop.
couple par rapport à la voiture. Et par moment, la voiture et le couple sont ensemble, puis par moment, ça se dissocie. Parfois, ils sont carrément complètement ensemble, comme là. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out in the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker? Hey, I got You're this. American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Et on passe d'un motif à l'autre. This is the very first time we've been together in my country. Do you realize I haven't kissed you in over an hour? ¿Qué pasó? No sé, un carro explotó. Mike, what happened? Bon, on va arrêter là, je ne sais pas pourquoi ça continue. Bon. Vous avez donc vu là comment ça se passe. Les deux motifs sont assemblés dans le champ à partir du moment inaugural où la bombe a été introduite dans la voiture. Et le trajet de la caméra continue constamment à passer de l'un à l'autre motif en maintenant l'un plus près de nous ou l'autre plus lointain de nous. Et c'est le rapport des deux, comme ça, des deux corps, si on peut appeler la voiture un corps, qui constitue la force de l'action entièrement constituée dans la durée du même plan. Si vous voulez, c'est un exemple pour moi complémentaire, même s'il est beaucoup plus complexe, de celui qu'on avait vu avec Marnie, où cette fois c'est à l'intérieur du plan aussi que se construisait la relation entre proche et lointain. Et je vais vous montrer encore un début de film qui est on ne peut plus différent, où s'esquisse un rapport renouvelé, cette fois entre le proche et le lointain, qu'on peut appeler le trop proche et le trop lointain, et les passages et les sauts de l'un à l'autre. Donc je vais vous montrer en 3 plans comment on saute du plan général au gros plan, et ensuite à nouveau à un autre plan, et chaque fois selon des axes complètement imprévus, des portions d'espace à franchir insoupçonnées, et ainsi des contrastes par ces sauts entre des espaces libres, des espaces fermés, par la masse des objets et des corps. Alors c'est le début d'un film qui est du grand cinéaste indien Ridvik Ghatak, qui s'appelle L'Étoile cachée. Et à nouveau, je dois m'excuser auprès de vous de la mauvaise qualité de mon DVD. J'ai tout fait pour en trouver un autre. Il est hors commerce. Et la personne à qui j'emprunte en général beaucoup de DVD quand j'en manque m'a dit qu'on ne lui avait pas rendu. Voilà, donc j'espère qu'il vous en restera quand même quelque chose dans l'œil. Voilà donc le début de L'Étoile cachée de Ghatak.
Alors, vous avez vu comment c'est construit. Vous avez d'abord cette extraordinaire enfilade d'arbres énormes, d'où surgit au lointain le personnage féminin, jusqu'à ce qu'elle arrive de plus en plus près, sans arriver très près, pour être tout d'un coup reprise en très gros plan, avec le visage tourné vers le motif du chanteur. Et ce qui est fort, c'est la façon dont la façon dont elle est cadrée à ce moment-là crée un effet de proximité intense qui est comme, si on peut dire, découpé sur l'ensemble du plan lointain qu'il a montré approchant. Normalement, dans un cinéma plus classique, vous auriez eu des intermédiaires entre les deux. Là, on passe brutalement de cette progression du plus lointain au moins lointain à ce très proche qui la montre regardant en fait son frère, qui est le chanteur, qui est assis sous l'arbre. Alors, il y a un motif qui est intéressant là, qui vient compléter la complexité du plan, c'est le train qui passe au lointain et qui va durer sur la partie du plan où elle regarde son frère chanter, lui, au lointain, alors qu'elle est en très proche. Et le train va continuer comme motif au plus lointain, si on peut dire, à l'intérieur même du plan, du gros plan cette fois, qui est fait sur le frère et qui est vu par l'arrière et qui le montre chanter dans cette attitude très très curieuse, comme ça, quand il psalmodie littéralement, jusqu'à ce que le train disparaisse. Alors ce que je trouve extrêmement fort, si vous voulez, dans ce début de film, c'est, on a donc le personnage qui surgit de loin, je vais réinsister sur ce motif un tout petit peu après, qui surgit de loin et qui arrive jusqu'à un moins lointain, un plus proche, tout d'un coup un vrai saut qui est pratiqué par la coupe, qui la montre reprise, elle, comme fait très, très souvent Gattac, les personnages ayant les têtes tournées de façon très étrange, disons, dans une sorte d'attitude figée, quand elle aperçoit son frère, qu'on aperçoit au loin en train de chanter sous l'arbre, et elle sort du champ, et immédiatement on est sur le frère, mais cette fois, la caméra ne le montrant pas du tout dans la position qui aurait été supposée celle de l'angle où elle l'a vu de loin, mais par l'arrière, dans une attitude autre qui travaille entièrement la position du chant quand il a sa main qui s'avance. Alors, ce n'était pas vraiment préconçu quand j'ai commencé à choisir mes exemples, mais je me suis aperçu en cours de route que tous ces exemples s'étageaient en fait à peine sur quelques années de cinéma, c'est-à-dire entre la fin des années 50 et le début des années 60. Et si j'y réfléchis, c'est sans doute qu'un cinéma classique devenu moderne aura été le plus propice à produire des effets de variation subtils et très étagés, comme je viens d'essayer de vous les montrer, entre le proche et le lointain. Alors, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais je veux insister sur la façon dont, dans de très nombreux films, depuis maintenant 10-20 ans, vous avez des plans qui sont construits sur des durées extrêmement longues, en un seul plan, sur le mouvement d'un personnage. Vous avez par exemple un cinéaste que je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Lav Diaz, qui est un grand cinéaste philippin, c'est un immense cinéaste qui fait des films, ses films les plus courts durent 2h30 et le plus long fait 14 heures. C'est sur la destinée du peuple philippin, sur l'épopée de la dictature. C'est des films extrêmement politiques et très forts. Et une de ses figures préférées, c'est de faire apparaître au lointain un personnage qui met 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à arriver jusqu'au premier plan. Comme si cette fois, si vous voulez, le motif du proche et du lointain n'était plus découpé, mais était vécu dans un moment d'infinitisation de toutes les graduations progressives par lesquelles il passe. Il y a un autre cinéaste, qui est un cinéaste argentin, qui s'appelle Lisandro Alonso,
qui pratique également ce même type d'allongement comme ça, de durée très forte, où le proche et le lointain finit par ne plus être découpé, mais se trouve insister, si vous voulez, si on peut dire, c'est l'effet qu'on a vu sur le très bref plan sur Marny, mais non travaillé. Dans Marny, vous avez vu comment c'est le mouvement des personnages et le travail de la caméra produit l'effet de variation et de stylisation du regard. Alors que là, c'est créé, au contraire, dans ces films contemporains, créer des effets de durée travaillés, si on peut dire, entièrement pour eux-mêmes et qui passent donc par une variation du très lointain jusqu'au très proche. Comme ça aurait été un peu long de montrer les films parce que les exemples sont assez longs, j'ai préféré seulement vous les évoquer. J'en avais un en plus qui était un film de Lavdiaz, La saison du diable. Je ne suis pas arrivé à le convertir en un extrait que je pouvais vous montrer. Ça montre une vieille dame, enfin, moitié vieille, moitié jeune, qui est une femme visiblement jeune, vieillie par la dureté de la vie. C'est un film sur ça s'appelle La saison du diable. C'est un film sur le moment où Marcos, le dictateur aux Philippines, a engagé 50 000 supplétifs pour former une milice pour traquer dans une partie du pays les gens susceptibles de fomenter une résistance en s'alliant au Parti communiste. C'est un film d'une dureté effrayante. Et vous avez cette femme, il y a un plan où on la voit apparaître, on voit d'abord rien, juste une rivière, ça dure, et on la voit apparaître au lointain comme une petite tache, au fond, elle marche dans la rivière, jusqu'à ce qu'elle arrive, si vous voulez, presque au premier plan, et ça a duré 1 minute entière avant qu'elle puisse apparaître, et qu'ensuite le scénario... Et beaucoup de plans dans ce film sont travaillés de cette façon-là. Voilà, et il m'a paru juste pour essayer de terminer, de vous donner enfin 2 exemples qui sont plus ou moins directement, cette fois, liés à l'architecture. Alors le premier, c'est un film installation vidéo. Ce n'est pas vraiment un film, c'est quelque chose qui est montré en exposition, mais qui peut se voir aussi, si on a l'objet, si vous voulez, on peut le voir aussi sur un ordinateur. Un film installation vidéo de l'artiste belge David Claerbout, et ça s'appelle Sections of a Happy Moment, et ça date de 2007. Alors, comme cela lui arrive souvent, Claerbout a trouvé dans une archive des photos qui l'ont intéressé. Il s'est rendu sur les lieux qui sont représentés dans les photos pour y photographier à son tour cet ensemble qui a été construit dans les années 60 par l'architecte belge Renat Brem. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Puis il a retravaillé, restauré comme il le dit, ces photos par des moyens informatiques. Il a ensuite photographié en studio, sur un fond bleu, les actions et les poses des 11 personnages choisis. Et il utilise pour ça simultanément 15 appareils, concentrés chaque fois sur 1 ou 2 personnes, et il répète les prises infiniment, de sorte à enregistrer environ 16 000 images par séance. 4 séances ont été nécessaires pour filmer, et je mets beaucoup de guillemets à filmer, de cette façon-là, Sections of a Happy Moment, de sorte que ce sont plus de 50 000 images, parmi lesquelles il a fallu choisir pour les incruster ensuite sur les fonds d'immeubles sélectionnés et parvenir aux 180 photos plans qui composent la bande, qui sont donc des plans fixes, tous faits d'un seul point de vue, ce qui fait que c'est un jeu de ballon auquel un groupe de Chinois joue à l'intérieur de cette structure architecturale, et le ballon reste toujours à la même hauteur parce que de toute façon, il n'y a pas de développement temporel. Il y a uniquement des développements d'images qui s'enchaînent, mais l'action est par force fixe puisqu'elle a été enregistrée automatiquement par son système extrêmement complexe. Alors, je vous ai sélectionné une série de plans
pris un peu au hasard. Enfin, ça, c'est le tout début du film. Vous voyez le complexe architectural et les gens qui jouent au ballon, donc dans cette cour. Et vous allez voir comment tout l'ensemble architectural est travaillé plus ou moins par la succession des plans. Hop, attendez. Ah non, je ne comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous voyez, la balle reste toujours à la même hauteur. Et le travail sur l'architecture est assez varié. Il a travaillé complètement la façon de montrer les immeubles en même temps que le jeu de balle se poursuit. Oui, c'est une simulation de cinéma, si on peut dire. Stop. Alors, ce qui m'apparaît intéressant dans cet exemple de Claerbout, c'est la façon dont intéressant pour vous, si vous voulez. Moi, quand j'ai travaillé là-dessus, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus la relation de photo et cinéma. Mais ce qui m'a paru intéressant de pouvoir vous le montrer, c'était la façon dont les personnages sont intégrés ou désintégrés aussi, si on peut dire, à l'intérieur de cet ensemble architectural qui est travaillé de façon, je trouve, assez intéressante tout au long du développement de ce travail qui dure une vingtaine de minutes à peu près, qui se compose de 180 plans photoplans, qui composent cette bande. Et puis voilà pour finir, donc, un dernier exemple qui est extrait du plus beau film sans doute qui a jamais été consacré à un architecte et à l'architecture, qui est The Fountainhead, Le Rebelle de King Vidor, qui est un film de 1949, qui est une adaptation que vous connaissez peut-être déjà, une adaptation du célèbre roman américain de Ayn Rand, publié en 1943. Alors, c'est un biopic qui a été consacré à la figure de l'architecte idéaliste et individualiste qui est le héros du film, Howard Roark, qui finit par imposer ses vues et a édifié à New York le gratte-ciel à la fois le plus conceptuel et le plus haut du monde. Alors, c'est cette fois la fin du film que je vais vous montrer, au moment où l'héroïne, qui est devenue l'épouse de Roark, le rejoint au sommet du bâtiment qui vient tout juste d'être achevé. Alors, le découpage de la scène est hyper classique. Il travaille en un sens comme travaillaient les exemples pris sur le film d'Hitchcock, entre le proche et le lointain, le proche sur le personnage vu et le lointain sur ce que voit le personnage, avec chaque fois les motifs. Bon, elle monte dans un ascenseur avec un croisillon et ça sert le croisillon, enfin les bords de fenêtre sont à la fois dans le plan où elle voit et dans le plan de la chose vue. Ça constitue le lien entre le voyant et le vu. Alors, le découpage, donc, c'est hyper classique, c'est accentué par une musique un petit peu envahissante et qui alterne donc des plans sur la femme et sur la ville que l'ascenseur découvre au fur et à mesure de la montée. Le temps de la montée devenant, si vous voulez, l'exaltation de la chose architecturale qu'on ne voit pas encore, mais qu'on va voir à la toute fin. Et ainsi, vous avez donc, au fur et à mesure de sa montée, une alternance graduée entre le proche et le lointain. Jusqu'au plan vertigineux de la fin, vous allez voir, où sur le bâtiment qu'elle découvre enfin en même temps que nous, en levant la tête, avec un plan final sur l'architecte en gloire, qui est littéralement au lointain de son œuvre, le bâtiment qu'il a construit.
Donc si on peut lancer. May I see Mr. Rourke, please? Well, Mr. Rourke's way up on top. Who's calling, ma'am? Mrs. Rourke. Oh. Voilà, ça c'est un architecte. Ça c'est le plan le plus faux matériellement. Ah oui, bien sûr. Et la caméra, si elle est à la place des yeux de la femme, par force. Sont en dehors de l'échafaudage. Donc c'est impossible que ça ah ben oui, irréaliste. Par force. Non, mais c'est... Je vous signale pour ceux d'entre vous que ça intéresse, il est paru dans la collection... comment s'appelle cette... Côté film de l'éditeur belge Yellow Now, une petite monographie écrite par le cinéaste Luc Moulet sur le film de Widor, qui est tout à fait intéressant, à la fois sur le plan documentaire et sur le plan historique, théorique, stylistique et tout ça. Un assez joli petit livre. Voilà, je suis arrivé au bout de mes exemples. Et donc ce que j'ai essayé de faire surgir, si vous voulez, c'était la façon dont le cinéma ne peut pas se passer constamment de travailler sur cette relation du proche et de lointain et de la varier de toutes les façons possibles. J'aurais pu multiplier les exemples à l'infini. J'ai essayé de prendre ceux qui me paraissaient les plus... sur lesquels d'abord j'avais travaillé, que je connaissais bien, et qui me paraissaient constituer un éventail de possibles, si vous voulez, en allant du plus ancien ou un peu plus récent. J'aurais aimé vous montrer le plan que je vous ai évoqué de la cité la saison du diable de Lavdiaz, mais malheureusement le format, je ne suis pas arrivé à passer d'un format de fichier que j'avais, ça ne marchait pas avec VLC, enfin c'était impossible. J'y suis pas arrivé, donc j'ai dit tant pis, je ne vous le passe pas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là et je suis prêt à parler avec vous. J'ai plein de questions. Au sujet, pour les oiseaux, vous avez décrit, donc dans votre analyse du proche et du lointain, vous avez décrit toute cette séquence dans une structure symétrique. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi faire, pourquoi dire, quel sens Hitchcock veut donner à cette symétrie entre cette allée et venue entre le village et l'île et le retour. Quel sens ça a Est-ce que ça a un sens dramatique? Est-ce que ça a un sens... Est-ce que la narration, ça lui donne plus de force? Enfin, moi, de votre exposé, vous n'avez pas l'air de donner un sens à cette... pourquoi le pourquoi. Pourquoi toutes ces relations proches et lointaines. Alors, on le sent beaucoup plus dans La mort aux trousses, puisque là, il y a une espèce de montée
montée dramatique, en fait, même de stress, en fait. Quand vous nous avez pas montré la séquence, mais vous nous avez montré cette série de photos, et elles sont stressantes, c'est-à-dire qu'à la fin, on est angoissé. Donc ça marche très très bien. Là, on comprend mieux. Mais dans l'histoire de la symétrie, pourquoi Hitchcock c'est juste parce que c'est un aller-retour? Ben, si vous voulez, ce qui est important dans ce qui me semble, moi, faire la force de la séquence, bon, toute la séquence est déterminée par une logique de désir, si vous voulez, de cette femme pour cet homme, et qui va lui porter des oiseaux qui s'appellent des lovebirds, comme cadeau à sa petite sœur, le tout par effraction, en rentrant dans la maison, les poser là et repartir, comme si elle voulait à la fois être vue et pas vue. Bon. Donc c'est sur une relation de désir que la séquence se constitue entièrement. Alors ce qui m'intéresse, c'est que la séquence, elle a un centre, qui est le moment où elle va à l'intérieur de la maison, et au moment où elle en sort, et où la structure d'alternance voyant-vue continue au profit du regard de Mélanie, vous avez tout d'un coup ce renversement qui est opéré par le passage au gros plan sur Mitch Brenner avec ses jumelles, et où elle qui était la voyante, si on peut dire, celle qui voyait les choses, devient la chose vue. Mais ce que je trouve plus fort, c'est qu'à partir du moment où s'inscrit cette fois l'alternance, non plus simplement entre son trajet et ce qu'elle découvre du paysage au cours de son trajet, le retour est constitué par un montage parallèle entre elle dans son canot et lui, le Mitch Brenner, dans son truck. Mais la structure de rapport entre proche et lointain reste la même que ce qu'elle était pendant l'allée. C'est-à-dire, c'est sur Mélanie que continue à se constituer le proche, et le lointain est constitué par ce qu'elle voit, elle. C'est son regard qui continue à dominer la séquence, jusqu'au moment où ce regard devient le regard qui va être alors agressé, blessé, quand la mouette la frappe au visage, et où vous avez là une rupture de l'alternance par l'irruption de la mouette à l'intérieur du plan, et le troisième gros plan du film, hein, parce que je vous avais dit, il y a trois gros plans. Hein. Il y a la lettre, il y a Mitch Brenner avec ses jumelles, et il y a le moment de l'agression par la mouette. Donc, si vous voulez, ce que développe la séquence, c'est une relation de désir et bon, d'agression, de la sexualité, enfin tout ce que Hitchcock n'arrête pas de manier sur les rapports d'agressivité, de désir, etc., mais qui est entièrement porté par cette relation de symétrie entre proche et lointain, qui est à la fois renversée et accentuée par le fait qu'à l'aller comme au retour, c'est entièrement structuré sur le personnage de Mélanie, mais avec le fait que le renversement qui est opéré sur Mitch Brenner quand il la voit à travers les jumelles devient matérialisé, si on peut dire. Le regard masculin, à ce moment-là, devient matérialisé dans l'agression qu'elle subit de la part de la mouette. Et donc c'est tout l'enjeu sexuel du film, tout l'enjeu qui identifie les oiseaux à une sorte de symbolisation, si vous voulez, de la sexualité qui se répand à travers tout le film. Enfin, je veux dire, Alors, si je comprends bien, c'est ce qu'il y a d'innovant, ou en tout cas de moderne de la part de Hitchcock, ce qui est peut-être une rupture, peut-être pour ça que Truffaut était pour lui, Hitchcock c'était le maître. Cette rupture par rapport au cinéma, vous avez évoqué un peu classique, qui manie le chant contre chant. C'est vraiment, on pourrait dire, la première matière du cinéma, c'est chant contre chant. Ce à quoi rajoute cette trame classique, ce que vous appelez le lointain et le proche. C'est-à-dire, c'est la systématisation, c'est la systématisation de ce proche et de lointain, mais qui est fait pour être rompu. Et une systématisation qui est rompue par une scansion. Voilà. Plusieurs scansions. On voit bien, très bien dans votre photogramme
de la Montretrousse. De la Montretrousse. Ces différentes scansions où tout d'un coup, le proche et le lointain se confondent, c'est-à-dire que ça devient un point de rupture. Absolument, c'est ce que j'appelle les ruptures d'alternance, si vous voulez, alors que tout est construit sur l'alternance entre ce que voit le personnage, et tout d'un coup, il y a des ruptures d'alternance, et vous avez, au lieu d'avoir voyant en vue, vous avez deux plans successifs sur le personnage qui est confronté au drame. Et alors, ce qui est encore plus intéressant dans La soif du mal, c'est que on n'est plus dans une... c'est encore plus innovant, évidemment, plus moderne, plus... voilà, c'est qu'on passe, on va dire, presque du 2D, où enfin, c'est proche et lointain, c'est des plans, on pourrait dire, fixes, enfin, entre guillemets, et alors que dans La soif du mal, c'est cet entrelac continuel, on peut dire en 3 dimensions, puisque la caméra se relève pour voir l'arrière de la voiture avant que la bombe soit posée. Et donc, on a l'impression que la caméra virevolte dans tous les sens, alors que la caméra de Hitchcock est beaucoup plus fixe. Oui, absolument. Ah ben oui, non, mais c'est pour ça que vous avez vu comment dans Marnie, vous avez cette chose très subtile qui est faite sur un très très léger mouvement de caméra, mais où vous avez une variation entre l'avancée de la caméra et l'avancée du personnage. Hein. Oui, mais alors là, la question, c'est à quoi ça sert? C'est la première question qui m'est venue en voyant ce plan. Vous avez parlé, et c'est ça peut-être la réponse, c'est la stylisation du regard. Oui, si vous voulez, c'est le fait qu'à ce moment-là, le regard est comme attiré par la chose vue, et tout d'un coup, il y a un décollement, parce que le personnage avance, la caméra n'avance plus, et la caméra rejoint le personnage, et une deuxième fois, elle va avancer. Et si vous voulez, ce que ça produit, c'est par des moyens purement de variation, de variation entre le mouvement de la caméra et le mouvement du personnage, vous avez une sorte de stylisation expressive qui insiste, qui permet de créer une sorte de fascination pour l'œil du spectateur, d'aller jusqu'au bout du plan et de se demander ce qui va se passer sur ce plan, puisque c'est le premier plan du film. Hein. Je veux dire, donc il y a une énigme qui est immédiatement rompue par ce que dit le personnage qui apparaît, et je n'ai pas voulu continuer, qui dit qu'il a été volé par une femme qui lui a pris je ne sais plus combien de milliers de dollars dans sa caisse, etc. Et qui est bien évidemment la femme qu'on vient de voir. Et alors, en fait, vous avez parlé du cinéma entre les années 50 et 60, mais aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a une dimension nouvelle ou une création, de la création aussi puissante que cette époque-là? J'aurais tendance à dire que le système a complètement changé. Le système des studios est plus du tout le même. Je veux dire, on peut pas comparer complètement. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les films sont beaucoup plus seuls, si vous voulez. On a une opposition aujourd'hui entre les grands films, les énormes films américains, comme Avatar, tout ce qu'on connaît, et puis des films qui sont produits dans des économies beaucoup plus restreintes, beaucoup plus périlleuses, mais dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il n'y avait pas de cinéma philippin aussi important que ce qu'on a aujourd'hui, des cinémas dans tous les pays du monde. Je pense à une cinéaste que moi j'aime infiniment, qui est Lucrecia Martel, la cinéaste argentine, dont j'aurais aussi pu prendre des exemples de variations, puisque ces exemples de variations entre les proches et le lointain, j'en ai sélectionné quelques-unes pour faire surgir, pointer le problème, mais elles sont... il n'y a pas de cinéma sans ça. Je veux dire... Donc aujourd'hui, bien évidemment, ça continue. Mais si j'ai insisté sur ces films dont je ne vous ai pas montré les exemples, parce que j'avais eu mon problème avec le film de Lavdiaz. Parce que Lavdiaz, c'est contemporain d'aujourd'hui? Ah oui, Lavdiaz, c'est complètement contemporain. Il a eu une rétrospective partielle à Beaubourg. On vient de publier dans la revue Trafic, dont je m'occupe, on vient de publier un ensemble de 4 textes. 2 est sur Lavdiaz, dans le dernier numéro.
Et c'est un cinéaste qui a 60 ans aujourd'hui et qui continue à faire des films dans des conditions assez difficiles parce qu'il est extrêmement engagé à gauche et tout. Et c'est pas très facile aux Philippines de faire les films qu'il fait, quoi. Okay, merci. Mais je vous en prie. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous remettre un masque. Vous en avez ? Oui, j'en ai.